mineur non accompagné qui est trouvé sur le territoire du Nord doit être orienté à Lille vers ce qu'on appelle la cellule EMA, qui est la cellule d'évaluation et de mise à l'abri, et qui va être qui est un opérateur, c'est une association opératrice du département, donc qui va qui va évaluer le jeune et le mettre à l'abri le temps de l'évaluation. Donc ça c'est déjà une première difficulté, parce que quand en permanence juridique on rencontre un mineur non accompagné on imagine qu'il souhaiterait intégrer la protection de l'enfance. Nous, on est là, on donne des informations juridiques, mais c'est vrai que notre action, finalement, elle s'arrête là, donner l'information juridique. Et en termes de bonne pratique, j'ai envie de dire, nous, ce qu'on fait systématiquement, c'est une information préoccupante auprès du conseil départemental, donc pour informer le conseil départemental de l'existence de ce jeune, et signalement auprès du parquet, donc pour signaler au parquet également l'existence de ce jeune. On essaye de sensibiliser les associations à vraiment faire ce travail d'information, de signalement auprès des autorités, parce qu'on n'en est même pas, à la reconnaissance qu'effectivement existent ces jeunes et qu'ils ont besoin d'une démarche, qu'ils sont sous emprise, qu'ils ont besoin qu'on aille vers eux, pour être identifiés en fait, et pour éventuellement les faire adhérer à la protection de l'enfance, le temps d'une demande d'asile ou d'une réunification familiale. Et nous, on se rend compte au quotidien en protection de l'enfance qu'une intégration réussie, c'est un mouvement collectif d'aller vers dans les deux sens. Oui, les MNA sont des enfants comme les autres, parce qu'on a toujours ce préalable-là à rappeler. Et au même titre que n'importe quel enfant, il relève de la protection de l'enfance. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, il faut se poser la question de justement qu'est-ce qui fait leur spécificité, leurs besoins. Et là, pour le coup, ils sont tout autres que les besoins des enfants français confiés à l'aide sociale à l'enfance. Finalement, l'intégration, elle se fait en dehors du lieu d'accueil. La rencontre entre ces enfants étrangers, afghans, soudanais, ivoiriens, elle se fait dans les sorties, elle se fait à l'école, elle se fait dans les sorties, elle se fait au club de foot. C'est là que ça se fait. Et on se rend compte que il y a beaucoup de familles hyper enthousiastes à l'idée d'accueillir des MNA. Vraiment. Il y a le bouche à oreille en plus qui fonctionne. Donc, sauf qu'il y a vouloir faire et puis il y a savoir faire. Voilà, exactement. Et que se donner les moyens de savoir le faire, et que l'institution soit à la hauteur de cette ambition pour le jeune et pour la professionnelle. Aujourd'hui, je n'ai pas d'assistants familiaux spécialisés. C'est-à-dire que les assistants familiaux sont embauchés par le département pour accueillir des enfants français comme pour accueillir des enfants étrangers. Un jour, j'appelle, bonjour madame, vous n'avez jamais accueilli des MNA, j'ai un Soudanais, est-ce que ça vous intéresse? Oui, ok. Bon. Alors là, on se prépare à installer une mini préformation. Ce sont quoi les choses primordiales à connaître pour être à la hauteur de cet accueil, à la hauteur de cet enfant et de sa vie future. Par contre, ce qui fonctionne bien, encore une fois, c'est cet accompagnement professionnel tout au long de la prise en charge, et c'est ces fameux cafés du monde qui se veulent être en fait des groupes d'échange de pratiques entre assistants familiaux et assistants socio-éducatifs. C'est une mine d'informations, ces cafés du monde. Alors ça va de la plus petite anecdote, chose qu'on sait tous, le gamin il prend des douches de 48 heures, du coup ma facture d'eau elle a explosé le compteur et tout, et elle sait pas l'expliquer, et ça va de... Oui, je sais pas, plein d'anecdotes, oui, il a été... il y en a une qui fait rire quand même, il a emprunté le tapis, mais énorme de la maison, mais le gros truc du salon, là, le tapis de grand-mère, pour faire sa prière, parce qu'il n'en avait pas, donc il a discrètement roulé, il a pris en haut, et elle n'a pas compris, parce que juste, elle a vu son tapis disparaître et réapparaître après. Vous voyez, là, je suis sur l'anecdote hyper... finalement qui n'est sans conséquence. Parfois ça a plus de conséquences. Les appels interminables la nuit. Ben oui, mais parce que l'assistante familiale, dans un premier temps, peut-être elle se dit qu'il n'y a pas de famille. Mais si, la famille existe. Et veiller, j'en reviens au terme, l'intégration. L'intégration, c'est aussi respecter l'identité de l'enfant.
C'est pas dire, bon écoute, t'es né il y a 2 jours et puis il va falloir maintenant que tu sois un parfait petit Français dans cette société-là qui est la France, etc. Non, il a 16 ans, il a 17 ans, il a une identité, il a une famille. On a beaucoup de discours. C'est des enfants comme les autres, et alors du coup, on les force à rentrer dans nos dispositifs classiques de protection de l'enfance, vous voyez, et à leur dépens. Au niveau protection de l'enfance, on essaye de décloisonner, d'aller même vers de l'accueil bénévole, de travailler avec les assos calaisiennes. Moi, j'essaye autant que faire se peut, et je m'en excuse si je ne suis pas assez disponible pour ça, mais de ne pas se dire « Ok, moi, c'est la protection de l'enfance calée, et le reste, je m'en fous ». L'idée, c'est de décloisonner. Par contre, il faudrait, me semble-t-il, davantage décloisonner dans le passage enfant-adulte. Parce que enfant-adulte, au bout d'un moment, le département, il ne peut pas aller plus loin. Et il y a encore des choses à faire, des places en EJT à ouvrir, des formations professionnelles à multiplier pour ces jeunes. J'en trouverai d'autres. Là, ça ne me vient pas. Mais il y a encore plein de trucs à faire. Voilà. Donc, le service d'accompagnement vers l'intégration, donc, qui vient d'ouvrir ses portes tout récemment, depuis maintenant 3 mois, sur Béthune. Alors, qu'est-ce que le SAVI? Alors, le SAVI, en fait, c'est un dispositif, on va dire, en diffus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des appartements dans lesquels les mineurs sont hébergés. Donc, ce sont des appartements dispatchés dans Béthune. Donc, les jeunes vivent on va dire, en semi-autonomie plus, et sont encadrés par une équipe de travailleurs sociaux notamment. Alors le SAVI, c'est tous ces appartements, et c'est surtout avant tout une équipe pluridisciplinaire, donc avec des professionnels, avec des compétences diverses et variées. Donc on a une équipe de travailleurs sociaux, composée de moniteurs éducateurs spécialisés, dont 2 éducateurs coordinateurs. Sur le dispositif, on a l'avantage d'avoir une professeure de français langue étrangère. On a l'avantage aussi d'avoir une juriste spécialisée dans le droit des étrangers. Également, nous avons aussi une CESF sur le dispositif, conseillère économique, sociale et familiale, donc qui va plus particulièrement qui va travailler sur l'aspect quotidien. Donc ces jeunes vivent en autonomie, en semi-autonomie dans leur appartement. Donc il va falloir les apprendre à gérer un appartement. Donc il y a l'aspect nettoyage, tenue de l'appartement, faire sa vaisselle, apprendre à cuisiner, gérer un budget. Voilà, tout cet aspect-là qui va être pris en charge par la conseillère économique et sociale et familiale. Le dispositif aussi est doté en fait d'une CISP, donc une conseillère en insertion professionnelle, qui elle va travailler sur le volet professionnel, dans la dimension contact avec les employeurs et l'entreprise. Donc pour les jeunes pour qui la scolarisation académique est moins parlante, on va plus orienter ces jeunes-là auprès de ce professionnel. On a aussi nos psychologues sur le service. Donc là, c'est vraiment très très important parce qu'il faut savoir, voilà, je vais rien vous apprendre. Ces jeunes, moi je dis toujours, ils ont un parcours incroyable dans le sens où on a des jeunes en fait qui ont plein de ressources en fait. Ils ont réussi à faire des milliers de kilomètres, donc ils ont en eux des capacités à rebondir, à se ressourcer incroyables. Et c'est à nous justement de mobiliser ces ressources-là pour faire de belles choses. Donc bien sûr, on parlait de la scolarisation, ça c'est un volet hyper important sur notre dispositif. Mais notre dispositif, voilà, c'est service d'accompagnement vers l'intégration, c'est vraiment utiliser tous les leviers possibles et inimaginables pour que le jeune puisse s'intégrer dans la cité. Donc ça va passer bien sûr par l'école, ça va passer par le sport. On a eu de belles réussites là, ces 15 derniers jours, on a vécu avec M. Duval des moments incroyables. On a 2 jeunes en fait qui ont été inscrits dans un club de théâtre sur Béthune. Ils expliquaient qu'ils ne connaissaient pas le théâtre, pour lui c'était une découverte. Et sa représentation à lui, le théâtre, c'était jouer un rôle. Et donc il a pris la parole comme ça pendant 20 minutes et il expliquait en fait que finalement c'était pas jouer un rôle, mais finalement le théâtre c'était ça parlait de lui en fait, c'était lui quoi. Et ça c'était waouh. Donc en ce sens c'était vraiment super quoi. Donc voilà le levier de l'intégration par les arts et la culture. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir toute une palette de leviers qui permettent aux jeunes de s'intégrer dans la cité. Donc je me présente, Gérald Bénard, responsable d'unité à l'UHC d'Arras, unité éducative d'hébergement collectif, au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, on est l'État.
Depuis tout à l'heure, j'entends l'État. Donc on représente, on va dire, l'État. Je suis responsable d'un foyer d'hébergement qui accueille des mineurs délinquants. Qu'est-ce qu'il vient faire ici pour parler des MNA? Sans doute pour rappeler une évidence, c'est que le mineur délinquant est avant tout un mineur en danger. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis à même d'accueillir les jeunes au sein de mon établissement. J'y croyais pas, moi, au début, au MNA, dans le sens où c'était des gamins que j'avais accueillis, j'en avais pris 2 ou 3, et ils ne restaient pas spécialement au sein de l'établissement, c'est-à-dire qu'on les accueillait, on faisait en sorte de bien les accueillir. Ils prenaient une douche, ils mangeaient un morceau et après ils se sauvaient. Et on n'arrivait pas à créer d'accroche avec ces gamins-là. Donc, à tel point qu'à un moment donné, j'en prenais plus, parce que moi, ça ne m'intéressait pas non plus d'avoir des lits vides. J'ai entendu l'histoire des lits aussi. C'est tellement important que, voilà, j'en prenais plus. Jusqu'au jour où j'ai fait la connaissance d'Abdallah, qui a été présenté par son éducatrice de milieu ouvert. Donc Abdallah était d'origine algérienne, donc il a traversé incroyable, un parcours de vie exceptionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc il était confié à l'ASE, sauf que, comme vous dites tous, l'ordonnance de placement n'était pas efficiente. C'est-à-dire que le magistrat dans son bureau avait dit à l'ASE de le prendre en charge, sauf qu'il n'y avait pas de place. Donc le gamin était remis à la rue, au grand désarroi de la collègue en fait, en disant au final Abdallah n'est pas accueilli, donc ce soir je ne sais pas où il va aller, je ne sais pas ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va manger, enfin bref. Et du coup, en parallèle, le magistrat avait pris une mesure de liberté surveillée préjudicielle, donc une mesure éducative dans un cadre pénal, parce qu'il avait volé 4 tickets restaurants. Donc je dirais heureusement qu'il a pris cette décision, parce qu'au final, Abdallah, elle est venue me présenter la situation, au profit du gamin et au niveau de son histoire de vie, j'ai dit je vais tenter le pari quand même de prendre ce gamin-là, même si je n'étais pas spécialement partant. Et donc Abdallah est arrivé chez nous en octobre, il me semble, de mémoire comme ça. Donc j'ai dit à l'équipe, on va avoir un MNA, encore un MNA, encore un absent, entre guillemets. Et au final, Abdallah est resté. Je pense que l'équipe aussi est montée en compétence, a changé son regard, son accompagnement. Et Abdallah nous a apporté beaucoup en fait, parce que c'était le premier MNA qu'on a réussi à stabiliser. Et, Dieu sait que c'est rare au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. On a pris Abdallah dans un premier temps. J'ai pris Ilias aussi suite à un vol de manteau à Euralie. Donc là, cette fois-ci, dans le cadre d'un déferment, donc je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Donc j'ai pris Ilias aussi d'origine algérienne. Donc à 2, Abdallah a fait l'accueil finalement d'Ilias, plus que l'équipe, en lui disant, tu sais, ici tu es arrivé dans une structure qui est hyper cadrante, parce que chez nous c'est avant tout le règlement qui l'emporte, on va dire ça comme ça. Et après il a dit à Ilias, mais reste ici parce que tu verras, regarde aujourd'hui je vais au lycée, regarde aujourd'hui j'ai à manger, regarde aujourd'hui j'ai des habits. Et même si M. Bénard et son équipe sont très 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 cadrants, au final ils s'occupent bien de nous. Donc on a eu Ilias, le deuxième. On est allé chercher Abdou, qui était au Rapt de l'Os, où ça se passait pas très bien avec l'équipe éducative. Donc du coup on est allé le chercher aussi, alors qu'il était dans une mesure judiciaire, lui, un peu plus ferme, parce qu'il était sous contrôle judiciaire, donc qui n'avait pas du tout le même profil qu'Ilias et Abdallah, qui avaient commis 2 vols. Et du coup, on a eu 3 MNA à un moment donné sur un effectif de 12. Nous, en fait, depuis 2014, on a accueilli 6 MNA. Sur les 6, on a 3 où on a eu des très belles réussites. 1, c'est mi-raisin, et 2, ça a été très compliqué. En parallèle, on a mis en place du soutien scolaire en interne. On a une association qui s'appelle PEP 62 et qui donne des cours. Donc ils reçoivent des subventions et ils détachent des gens qui soit bénévolement, soit qui se font payer. Donc il avait 3 heures de cours de français pendant ce temps-là. À côté de ça, notre gros travail au sein du HC, c'est l'insertion. On met un point d'honneur à que tout mineur ait une insertion. Même à 15 ans, on va essayer de trouver, si on n'arrive pas à trouver tout de suite une école, on va essayer de trouver des stages. Là où on a de grosses difficultés, c'était tout ce qui était signature pour les tutelles. C'est-à-dire que la réactivité du conseil général et la nôtre n'est pas la même. Là où on a eu des difficultés, c'était aussi au niveau le suivi psychologique. C'est-à-dire que nous, on a une psychologue à temps plein chez nous, mais là, il y avait la barrière de la langue. Et là où l'intérêt qu'avait un psychologue ethnologue, c'est qu'il comprenait aussi la culture du jeune homme qui pouvait des fois amener des grosses difficultés, le choc des cultures chez nous. Et enfin, les dossiers pour les papiers.
parce que alors là, pour le coup, nous, on est très très loin d'être formés pour ça, qu'on a dû batailler, que j'ai une collègue qui a fait des pieds et des mains, qui a passé du temps à la préfecture, enfin, au consulat d'Algérie à Lille, à Lille, pour pouvoir avoir les papiers. On a réussi à rapatrier des extraits de naissance, parce qu'on avait quelqu'un qui allait dans le pays, qui connaissait, qui a réussi à trouver la famille. Enfin, on a passé des heures et des heures au téléphone pour pouvoir récupérer tous ces papiers. Et on a eu de la chance, c'est on avait quelqu'un qui connaissait quelqu'un à la préfecture, qui a accéléré les choses aussi. C'est-à-dire que c'est des petites choses, parce que nous, pour le coup, on partait de rien en 2014, fin 2014, on ne savait rien, on ne maîtrisait rien. On savait qu'il y avait des choses, moi je savais qu'il y avait des choses qui avaient été créées sur l'île, donc la collègue qui avait pris le dossier au départ, je l'ai orienté vers une de mes collègues qui avait pris ça à bras-le-corps sur l'île et qui avait fait un travail pareil. Enfin, c'était ouais, en plus de son travail d'éducatrice, elle faisait ça en plus, pour pouvoir arriver à certaines choses.